Juillet 1969. Linda Kasabian se tient derrière les rideaux. Des bruits de pas résonnent devant la maison en bois. C'est Robert. Il frappe. La porte tremble. « Rends-moi mon fric, salope !» Charles Manson fait un signe à l'un de ses disciples. Tex Watson, 20 ans. Il ouvre la porte. « Elle veut pas te voir. Casse-toi. » Dans la main de Tex, il y a un couteau. Linda observe de loin, cachée derrière une étagère. Elle sent son cœur battre fort. Finalement, Robert tourne les talons et s'en va. Charles s'approche de Linda. « Tu es en sécurité ici avec nous. » Linda acquiesce. La famille se rassemble autour d'elle. Ses nouveaux amis s'appellent Bobby Beausoleil, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten. Des hippies fascinés par Manson, qui ne savent pas encore qu'ils finiront leur jour en prison. Une voiture de police se gare à distance du Spahn Ranch. Un agent note les détails. « Activité suspecte confirmée », murmure-t-il dans son émetteur. Des Harley-Davidson se rapprochent. Les conducteurs portent des insignes de gang. Le leader du groupe, un certain Charles Manson, apparaît, suivi par quelques filles. On soupçonne les bikers de fournir une aide physique aux hippies, une protection musclée en cas de problème. On se doute qu'ils participent ensemble à des trafics de drogue, d'armes. En échange, ça ne fait pas de doute. Les filles du ranch doivent coucher avec les motards. Bientôt, les flics auront assez d'éléments pour obtenir un mandat et venir faire une perquisition. Linda Kasabian a pris du LSD. Le bruit des motos résonne encore dans sa tête. La silhouette d'un biker se découpe dans l'encadrement de la porte. Charlie a dit qu'elle devait le faire, pour le bien de la communauté. Elle ne veut pas le décevoir. Le motard s'avance. Elle recule lentement. Il s'assoit sur le bord du lit, retirant ses gants lentement. « Viens ici, » dit-il. Il la touche, ses grandes mains sur son bras. Linda respire profondément et repense à sa nouvelle vie. Les soirées autour du feu. Charlie, une guitare en main. Les danses improvisées. Les fêtes sans fin, les corps qui bougent, lents et gracieux. Les comprimés d'acide. Les couleurs étranges. Le ciel enfumé, le flou, partout. Même les yeux fermés. La nuit est tombée sur les rues de Beverly Hills. Une voiture avance le long des palmiers. Charles Manson tient le volant. À l'arrière, les autres murmurent. Linda ne sait pas vraiment où elle va. La voiture s'arrête dans une rue sombre. Ils sortent rapidement. Le petit groupe escalade un mur. Linda suit, pieds nus. C'est son premier creepy crawling. Traduisez intrusion flippante. Les hippies atteignent une grande maison. Un à un, ils glissent à travers une porte mal fermée. L'intérieur est luxueux. Il y a des affiches de cinéma, des meubles design, un bar rempli de belles bouteilles. Linda regarde autour d'elle. Il ne faut pas faire un bruit. Le petit groupe s'amuse à déplacer des meubles, à retourner des tableaux ou à piquer quelques bibelots. Il n'y a pas de but, si ce n'est faire ce que Charlie demande. Ce jour-là, le commissariat de police de Los Angeles accueille une célébrité. Le chanteur Jack Jones s'approche du comptoir. Le réceptionniste reconnaît son visage. Mais ce jour-là, Jack n'est pas souriant. Il explique. Des intrus perturbent sa maison la nuit. Des choses disparaissent. Des meubles sont déplacés. Jack énumère les objets manquants. L'officier hoche la tête. Ce n'est pas la première fois qu'il entend parler de ce genre d'activité. Linda Kasabian regarde Charles Manson. Il tient une copie du White Album des Beatles.
Il place le vinyle sur la platine. La chanson « Helter Skelter » remplit la pièce. Charles écoute, presque en transe, absorbé par chaque mot. Il se tourne vers les membres de la famille et annonce « Les Beatles nous parlent. Ils annoncent le futur. » Il ne connaît pas le sens des mots « Helter Skelter », qui est en réalité le nom d'un toboggan en spirale dans les fêtes foraines anglaises. Helter Skelter, pour lui, c'est plutôt un appel à la violence, à la guerre, porté par les hurlements de Paul McCartney dans le micro. Charles Manson marche de long en large, ses mouvements sont rapides et saccadés. Linda s'inquiète de voir Charles dans cet état. Les Beatles sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Il explique que la chanson est un signal pour débuter une guerre raciale. Selon lui, les Black Panthers et les Noirs préparent une révolte pour prendre le pouvoir. Il faut se battre, dit-il, pour survivre. Linda hoche la tête, tout en commençant à douter des paroles de Charlie. Pourquoi chercher à faire la guerre ? Les visages autour de Linda s'illuminent. Charles s'arrête soudain, le silence retombant lourdement dans la pièce. « Tout commence maintenant », annonce-t-il. Une autre célébrité fait son entrée dans un commissariat de Los Angeles. John Phillips, le célèbre chanteur des Mamas and Papas, vient porter plainte. Il raconte son histoire. Vers 3h du matin, il a vu des silhouettes bouger à l'intérieur de sa Rolls-Royce, stationnée devant sa villa. Il est sorti, a crié quelque chose. 6 personnes sont sorties en trombe de la bagnole avant de disparaître en riant. Comme des petits démons. Ils l'aura couru après, mais ils se sont échappés. Les policiers se rendent sur place, des empreintes sont prélevées sur la voiture, mais on ne trouve rien de concret. La meilleure chose à faire, lui disait le flic, c'est d'embaucher un gardien. La nuit tombe sur le Spahn Ranch. Linda Kasabian se tient à l'écart. Charles Manson marche vers une des filles, Gypsy. Il crie quelque chose d'incompréhensible, un hurlement terrifiant qui donne la chair de poule. Gypsy recule, Charles prend un bâton et sans avertissement, il frappe la jeune femme. Gypsy tombe au sol, s'écrase dans la poussière, personne ne bouge. Le groupe observe, comme hypnotisé. Charles continue de hurler, les coups se multiplient. Linda est indignée. Elle voudrait se lever et s'interposer. Charlie n'a pas le droit de faire ça. Mais elle ne bouge pas. Charles se tourne brusquement en regardant ses disciples. Chacun retient son souffle, craignant d'être le prochain. Un autre soir, Linda assiste à une discussion entre Charlie, Bobby Beausoleil et Susan Atkins. Elle entend des trucs sur Gary Hinman, le dealer de la famille, qui habite à quelques miles de là, à Topanga Canyon. Gary Hinman aurait plein de fric. Il faut aller lui prendre. Et puis, Charlie veut le punir, ce prof de musique de merde qui deal pour arrondir ses fins de mois et qui ne vend même pas de la bonne cam. Charlie emmène son épée. La voiture démarre. Linda reste au ranch. Quelques heures plus tard, Charlie revient, seul. Derrière sa fenêtre, Linda observe. La chemise blanche de Charlie est maculée de taches rouges sombres. Tex Watson l'accueille. Charlie se vante d'avoir coupé l'oreille de Hinman. Un frisson parcourt le corps de Linda. Son estomac se noue. Charles continue. Il raconte avoir laissé les autres finir le boulot. Linda détourne le regard. Une vague de nausée l'envahit. Elle prend une dose de LSD et espère vite tout oublier. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Le lendemain, le 31 juillet 1969, une chaleur étouffante envahit le quartier de Topanga Canyon. Des voitures de police sont alignées devant la maison de Gary Hinman, une bicoque au style vaguement méditerranéen. La scène est délimitée par un ruban jaune. La porte d'entrée est entrebâillée. À l'intérieur, l'air est lourd. Le salon est en désordre. Les meubles sont renversés.
Au milieu du chaos, le corps de Hinman gît sur le sol. Il a été poignardé 2 fois dans le cœur. Une de ses oreilles a été presque découpée. Le sang séché se décolle de sa chemise comme de grands copeaux noirs. Un détective s'agenouille à côté du corps, analyse les blessures. Un autre examine la pièce saccagée, notant chaque détail. Dans une chambre, on découvre ce qui ressemble à un laboratoire artisanal, sans doute utilisé pour fabriquer de la mescaline. Sur le mur, il y a une phrase écrite avec le sang de Hinman. « Political Piggy ». Un technicien prend des photos. Dehors, les voisins chuchotent, effarés. On note enfin que le véhicule de Hinman a disparu. Ce soir-là, comme tous les soirs ou presque, Linda Kasabian se tient autour du feu de camp, après avoir couché sa fille. Bobby Beausoleil s'approche. Il lui annonce fièrement avoir tué Gary Hinman. « Fallait voir ça, Linda », dit-il en mimant l'action. L'épée de Charlie en pleine poitrine. Schlac ! Son rire est sec, sans joie. Linda recule d'un pas. Charles Manson les rejoint. « Beau boulot », murmure Manson. Linda regarde autour d'elle, cherchant un allié, mais ne trouve que des visages admiratifs. Elle pense à fuir, mais sans argent, sans amis, où pourrait-elle aller ? Elle se décide à rester, du moins pour l'instant, pour la sécurité de sa fille. Le 5 août, la California Highway Patrol patrouille sur un tronçon de l'autoroute près de San Luis Obispo. Un officier repère une Fiat Break poussiéreuse abandonnée sur le bord de la route. Il s'approche du véhicule. Regardant à travers la fenêtre, il voit un homme assoupi à l'arrière. L'officier tape légèrement sur la fenêtre. Bobby Beausoleil se réveille brusquement, avec un air confus et désorienté. Il baisse la fenêtre et prétend que la voiture est tombée en panne. L'officier lui demande son permis de conduire. Bobby fouille dans ses poches. Remarquant un couteau attaché à la ceinture de Bobby, l'officier appelle les renforts. On demande à Bobby de sortir du véhicule. Ses réponses deviennent de plus en plus incohérentes. On l'emmène au poste. Alors qu'il retourne à la station, la radio crépite avec un avis de recherche concernant un suspect de meurtre. Les détails correspondent. La victime, Gary Hinman, est le propriétaire du break Fiat. À leur arrivée à la station, les officiers interrogent Bobby Beausoleil pour le meurtre de Gary Hinman. Le soir du 9 août 1969, une Ford noire glisse dans la nuit. Linda Kasabian est au volant, les yeux fixés sur la route. Depuis que Bobby est en prison, Charlie a choisi Linda pour conduire, car elle a son permis. Tex Watson est assis côté passager. Il a l'air serein, voire enthousiaste. Il indique le chemin à Linda. Ils vont dans les collines de Bel Air, le quartier le plus chic de Los Angeles. À l'arrière, il y a Suzanne et Patricia qui discutent entre elles, excitées. Linda a l'air perdue. Elle ne sait pas où elle va. Tex parle d'une villa, celle d'un riche producteur de musique, une ordure qui n'a pas voulu enregistrer le disque de Charlie. La vengeance sera terrible. Et ce sera un message clair pour les bourgeois du coin. Linda n'est pas sûre d'avoir bien compris. Charlie a dit « Vous tuerez tous ceux que vous trouverez sur place ». La voiture noire approche du 10050 Cielo Drive. Il s'arrête en contrebas, un peu avant le portail, qui précède une longue allée sinueuse. Tex ordonne à Linda d'éteindre les phares. Tout le monde sort de la voiture. Tex trouve le câble de la ligne téléphonique. Patricia le coupe avec une pince. Le petit groupe passe derrière la clôture. Il faut monter, traverser une zone boisée pour retrouver l'allée privée de la villa. Soudain, on entend un bruit de moteur. Une autre voiture descend l'allée et s'avance vers le portail. Les phares sont braqués sur eux. C'est sûr, le conducteur les a vus. Tout le monde se cache, sauf Tex. La voiture s'arrête. Le conducteur semble chercher quelque chose dans sa poche. Tex tient un pistolet. Linda veut crier, l'arrêter. Mais aucun son ne sort de sa gorge. Le conducteur ouvre la portière, la lumière intérieure de la voiture s'allume. Tex lève son arme. La victime s'effondre sur le volant. Linda reste figée, les yeux écarquillés. Tex revient vers le reste du groupe.
c'est bon, venez. Suzanne et Patricia le suivent. Mais il arrête Linda. Prends-lui son portefeuille, murmure-t-il, en indiquant le cadavre du conducteur. Elle est incapable de faire ça. Portée par ses jambes tremblantes, Linda atteint la voiture, s'agenouille près du corps. C'est un jeune type comme elle. Sa peau est chaude. Il y a du sang partout. Elle pleure. Elle cherche maladroitement dans les poches du mort. Par chance, elle trouve vite le portefeuille et repart aussitôt vers Tex Watson. Ce n'était que le début du massacre.